Bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous sacré de chaque mardi et jeudi à partir des 18h30 dans le cadre de votre magazine Actu 60, 1 heure du débat. Aujourd'hui, nous avons un seul invité sur ce plateau. C'est une intelligence congolaise, une éminence, une intelligence grise. Avec lui, nous allons parler un peu sur sa formation politique. Il est le président de la dynamique pour le bien-être des Congolais, DDC, le professeur Papi Fernand Kimwanga Eyambo. Nous allons parler sur l'idéologie de son parti et puis sur la question d'actualité. À l'Est, les choses ne marchent pas. Il y a eu conciliabule, s'il faut le dire, la rencontre de Nairobi. À quel état d'esprit le professeur a-t-il reçu cette rencontre? Professeur, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Je vais à merveille, madame. Vous êtes le président d'un parti politique DDC. J'aimerais vous poser une petite question. Qu'est-ce qui a retenu votre attention tout au long de cette semaine? L'actualité qui a pu retenir votre attention avant d'entrer dans le vif du sujet. Merci, madame. Je crois que notre parti s'appelle DBC. Dynamique pour le bien-être des Congolais. Je crois que c'est la grande activité qui a retenu notre attention au niveau de la DBC, c'est les massacres. Notre pays, mais voir des Congolais être massacrés sous cette forme de violence et de cruauté, vraiment, nous, au niveau de la DBC, nous sommes restés très indignés. Voilà la seule information, je peux dire, qui a indigné tous les artisans du bien-être. Et voilà, professeur, vous êtes président d'un parti politique. Il y a tant de partis politiques, plus de 5000 partis politiques. Qu'est-ce qui vous a motivé à créer un autre parti politique? C'était vraiment important. Oui, c'est important et opportun aussi qu'un parti comme le nôtre soit créé. Pourquoi? Parce que nous avons pris l'engagement avec tous nos militants pour que nous puissions faire autrement la politique. Ayant constaté les échecs cuisants de plusieurs partis politiques qui nous ont précédés dans la gestion de la chose publique, nous avons décidé, nous, chercher à mettre en place des mécanismes de bonne gestion de la res publica. C'est comme ça que vous avez vu que la DBC a comme slogan Sokola Bango. Sokola Bango, ça veut dire, en d'autres termes... Mbwakela. Non, Mbwakela, mais ça veut dire se débarrasser de toutes les vieilles méthodes. Les vieilles méthodes, par exemple, de détournement de deniers publics. Les vieilles méthodes de vouloir être irresponsable face aux voisins. Les vieilles méthodes de créer l'infiltration au niveau de l'armée pour que nous soyons inféodés, les vieilles méthodes de pouvoir ne pas investir au Congo pour que le Congo reste toujours faible, alors que nous sommes plus riches potentiellement. Lorsque vous dites de vieilles méthodes d'être irresponsable face aux voisins, vous insinuez quoi? Je suis en train de dire que en dehors de la partie qui a été la période que nous a offert le président Mobutu, nous avons été à un certain moment de l'histoire respectés par les voisins. Mais juste après son départ, il y a eu une cassure. Et cette cassure a permis ou a facilité que certains voisins qui hier n'avaient pas de voix puissent avoir de voix à porter sur le Congo. Aujourd'hui, nous sommes inféodés. Aujourd'hui, nous sommes maltraités par des pays qui hier n'avaient pas la force de le faire. C'est de l'irresponsabilité étatique. C'est de l'irresponsabilité d'un État qui doit protéger des Congolais, mais plus de 20 ans, les populations sont massacrées à l'est de notre pays. C'est de l'irresponsabilité. Alors nous sommes venus vouloir faire la politique, surtout en soutenant les efforts du chef de l'État aujourd'hui, parce que nous avons vu qu'il a la nette volonté de pouvoir mettre fin à cette guerre. Elle a trop duré et elle doit prendre fin. Mais quand vous avez un président de la République qui cherche à mettre fin à la guerre, or nous, DBC, nous prenons le bien-être, on ne peut pas avoir le bien-être
tout en étant dans le bruit des bottes. On ne peut pas chercher à avoir le bien-être dès lors qu'il y a des gens qui succombent pour rien parce que les Rwandais, les Ougandais veulent de nous. Nous allons en parler, mais allons-y par rapport à votre parti politique. Oui. Quel est vraiment, lorsque vous dites que non, vous avez voulu, vous avez présenté des critères, en fait, quelle est votre touche particulière? D'abord, la touche particulière, c'est ce que je venais de dire tout à l'heure. Ça veut dire, nous voulons faire autrement la politique parce que les anciens partis nous ont déçus. Apparemment, c'est le même discours avec plusieurs partis politiques. Nous voulons faire autrement la politique, nous voulons gérer autrement, c'est le même discours. Non, malheureusement, madame. Ceux qui disent qu'ils veulent faire autrement sont ces gens-là qui ont déjà pillé la République. Je suis en train de m'en moquer à un certain moment quand je vois des gens qui étaient au pouvoir 18 ans dire qu'ils veulent faire mieux. Et ils vont venir avec de tels discours, nous voulons faire autrement la politique. Non, ça veut dire à un certain moment, ils veulent vouloir perdurer ce qu'ils ont entretenu comme cacophonie de gestion au sommet de l'État. Mais nous, DBC, nous sommes, comment on dit, au début de notre carrière politique. Ça veut dire, nous avons constaté, madame, je vais vous dire une chose, moi aussi j'ai été dans ce parti. Je ne suis pas à ma première carrière politique. Mais si la carrière politique en tant que président d'un parti commence, mais je vais vous dire une chose, j'ai été militant, j'ai été combattant. De quel parti? Je dois vous dire la vérité, je ne sais pas si ça serait mal de les citer. J'ai été combattant de l'UDPS quand je suis étudiant. J'ai été membre du PPRD quand on terminait à l'époque. Mais quand Vital Kamerhe a quitté le PPRD, nous avons été obligés par conviction, dans les valeurs de ce monsieur, à pouvoir rejoindre l'INC. Et après ça, nous avons décidé véritablement de créer notre propre parti politique. Professeur Kimwanga, oui, vous étiez militant de l'UDPS, parti de l'opposition, mais c'est même l'UDPS qui était l'opposition. Aujourd'hui, il gère, mais c'est le chaos, il faut le dire. Rien n'échange. Oh non, madame. Les choses ne marchent pas. Oh non, madame. Le social ne marche pas. Il y a l'insécurité. Non, madame. Oui. Celui que vous avez reçu, c'est un économiste de formation. C'est un économiste qui sait que, généralement, le développement est un processus. La croissance économique est un processus. Surtout pour un pays qui était dans un gouffre profond, comme le nôtre. Ça devient un prétexte. Ah non, pas un prétexte, c'est parce que les efforts importants sont en train d'être fournis. Quand vous parlez, madame, je vais dire, par exemple, du social, laissez-moi vous dire, madame, c'est depuis que le Congo est Congo qu'aujourd'hui on voit les problèmes de la gratuité. Madame, aujourd'hui les gens se prennent les luxes. Non. Voilà. Il n'y a pas eu de planification. Tout à fait, madame. Ça, ce sont des choses qui doivent être réglées. Mais est-ce que vous avez posé la question à un paysan qui vit chez moi dans la province de la Lomami? Comment il est en train d'être content par rapport à l'augmentation salariale et au fait qu'il y a des externalités positives dues au fait qu'il ne paye plus les frais scolaires pour les enfants? Madame, les gens qui sont à Kinshasa pensent que la RDC, c'est seulement Kinshasa. Moi, j'ai un oncle qui, à l'époque, touchait 80 000 francs, qui touche 450 000 francs actuellement. Je suis en face d'un professeur d'université. Je suis en train d'avancer, madame. Allez-y. Ça, c'est déjà un social. C'est déjà un social. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on veut que ça soit social. Aujourd'hui, madame, aujourd'hui, il y a des métiers importants qui ont connu la valorisation de leur métier. Aujourd'hui, est-ce que vous avez vu la rentrée scolaire actuelle à poser de remous? Non, mais parce que... Effectivement. Ah non, elle n'a pas posé de remous. Pourquoi? Parce que le gouvernement responsable a pu véritablement prendre en charge quoi? Les revendications du corps enseignant. Aujourd'hui, nous avons des écoles qui se construisent. Aujourd'hui, nous avons... Où? Ah, mais dans toute la République. Chez moi, déjà, avec le programme 145 territoires, madame. Professeur, c'est un développement endogène. Dans vos temps d'antenne. Merci, madame. Je suis en face d'un élite de mon pays. Tout à fait. Vous êtes professeur d'université. Oui. La qualité de l'enseignement qui est donnée, que nous vivions aujourd'hui sous la gratuité. Tout à fait. Est-ce que vous en êtes fiers? Non, pas du tout.
Pas du tout, parce que il y a beaucoup de ratés. Il y a beaucoup de ratés. Nous, en tant que scientifiques, on ne devrait pas arriver à ce niveau d'éducation. Déjà, le fait de mal enseigner... Pourquoi vanter cette gratuité de l'enseignement? Non, madame, vous avez parlé du social. Mais c'est dans les social. Mais le social, madame, il faut voir les enfants qui étaient non scolarisés, qui deviennent scolarisés. Il faut voir les parents qui dépensaient beaucoup d'argent pour payer les frais scolaires. Il faut voir les enseignants qui ne savaient pas nouer les deux bouts de mois, qui peuvent le faire aujourd'hui, madame. Donc, il y a quand même le social. Il y a certaines écoles dont les parents ont repris de payer eux-mêmes. Je vous donne l'information. Madame, si vous connaissez une, il faut nous citer l'école, mais je dois vous dire que le gouvernement a fini par comprendre. Pour certaines écoles élites, on a accepté que l'on paye quelque chose. Par exemple, moi, pour mes enfants, je paye 250, 300 $, parce que ce sont des écoles élites de Kinshasa. Mais non seulement cela, mais ça ne se payait pas comme ça, madame. À l'époque... Je croyais que vos enfants étudient dans des écoles gratuites. Ah, ben elle est gratuite. Vous payez 300 $, vous dites que c'est gratuite? Ah, mais oui, elle est gratuite au regard de ce que nous payions avant, madame. Avant, on payait 700 $. Mais si on arrive à payer 300, parce que l'Église catholique a revendiqué, a posé des conditions, mais parce que c'est un gouvernement qui regarde le social, elle a refusé de remous sur le plan éducatif. Donc, mais d'un autre angle, je dois vous dire que le niveau éducationnel actuel n'est pas reluisant, n'est pas satisfaisant. Il faudrait véritablement qu'on pense comment augmenter le nombre d'écoles, comment augmenter le nombre d'enseignants, parce qu'il y a eu, suite à cette gratuité, des enfants qui étudient à même les sols. C'est pas honorant pour un pays comme le nôtre. C'est vrai, c'est un début. Moi, j'ai toujours voulu que les gens commencent. Il faut tâtonner. Le Congo est resté comme ça parce qu'on veut avoir une gratuité parfaite, du coup, comme une baguette magique. Non, il faut commencer. En avançant, on améliore, madame. Mais c'est ce que... parce qu'on en train de parler de votre parti politique. Tout à fait. L'UDPS nous avait dit que le mal du Congo s'appelait Kabila. Oui. Arrivé au pouvoir, tout allait changer. Le policier allait recevoir 450 $. Et les policiers seront véhiculés. Aujourd'hui, rien ne marche, mais quand même vous défendez, c'est votre droit. Professeur, est-ce que vous ne voyez pas que non, tant de partis politiques, tant de problèmes aussi? Madame, avant d'arriver à tant de partis politiques, tant de problèmes, je dois vous dire, pendant ces temps-là où nous n'étions pas dirigés, je dois vous le avertir. Et maintenant, nous sommes dirigés. Nous sommes dirigés parce qu'il y a au moins un Congolais qui pense au bonheur des Congolais. Ah bon? Madame, moi je vais vous dire une chose. Comment on peut avoir un serveur téléphonique au Rwanda? C'est-à-dire, tous les appels que nous émettons au Congo, le Rwanda les filtre. Madame, comment une partie du budget pouvait se retrouver en Tanzanie? Madame, comment un étranger pouvait diriger le GFREM? Madame, comment toute une partie de l'économie congolaise a été bafouée et à genoux à cause du fait qu'une clique devait prendre cette part de l'économie congolaise. Aujourd'hui, cette économie est relevée? Malheureusement, elle n'est pas encore là, mais c'est que moi j'ai dit, au regard des efforts de l'IGF et de la forte mobilisation des ressources financières, nous sommes certains que, parce que dans l'entourage du chef, actuellement, il y a aussi beaucoup de corbeaux et de renards. Il y a beaucoup de tourneurs aussi. Parce que quand vous regardez le programme de 100 jours, c'est un programme porteur de bonheur et de bien-être, mais qui a été englouti par la mauvaise gestion des gens à qui on avait confié cette gestion de la chose publique. Donc moi, je vais dire tout simplement ici, madame, ce n'est pas encore à l'heure actuelle qu'on doit dire que nous avons bien fait. Mieux faire pour nous serait voir, par exemple, un Congolais, un policier, comme vous avez dit là, savoir prendre en charge ses enfants sur le plan éducatif, sur le plan sanitaire, sur le plan habitation et consorts. Et pourquoi pas un véhicule? Mais aujourd'hui, on trouve un véhicule comme un luxe. Pourquoi un luxe? Parce que beaucoup de temps que nous avons... Quand on est en train de voir un peu le président actuel, il n'a fait que 4 ans. Bien que ce ne soit pas une excuse. Mais quand vous regardez les gens qui ont fait 18 ans sans rien faire, en train de traumatiser quelqu'un qui en 4 ans a fait plus que ce qu'ils ont fait en 18 ans. Il n'a fait que 4 ans, mais sa femme offre des dons avec des sommes faramineuses. Hein?
avec 4 ans. Mais madame, vous savez comment fonctionnent les ONG? Vous savez comment fonctionnent les fondations? Comment se fait-il? Non, madame, vous avez posé des questions. Non, laissez-moi la réponse. Je vous relance seulement. Les fondations fonctionnent des dons et legs, des fois. Quand il est, par exemple, dans l'éducation, il y a, par exemple, l'UNICEF qui peut se dire, cette fondation est consort, elle offre. L'UNICEF peut offrir. Mais pourquoi ça doit gêner, alors que nous avons vu aussi des gens avoir des fondations et des ONG qui, in fine, on a trouvé des hôpitaux qui leur appartiennent maintenant. Ça veut dire que c'est parti d'une ONG et ça s'est transformé en bien privé. Professeur. Bon, moi, personnellement, je dis la détention d'une ONG, d'une fondation, par la première dame de la République, ne pêche en rien. Par contre, il faut être bienfaiteur aussi pour aider ceux qui souffrent. De devenir, de diriger ce pays un jour? Mais madame, je ne peux pas m'engager dans ces secteurs si dangereux comme les secteurs politiques sans prétendre être demain dirigeant de ce pays. Parce que la seule motivation pour nous, la DBC, c'est que l'on puisse travailler. Parce que vous avez parlé de l'idéologie du parti. Nous, c'est la social-démocratie. Mais aujourd'hui, le Congo, on ne sait pas savoir est-ce que les partis sont différents. Parce que nous avons pratiquement la même idéologie. Mais nous disons, oui, nous voulons la social-démocratie. Mais vous insinuez quoi en parlant de la social-démocratie? Ben oui, social-démocratie, ça veut dire la recherche du bien-être, madame. S'occuper du social des Congolais. Mais on s'est dit, mais on ne peut pas s'occuper du social des Congolais dès lors que nous n'avons pas le travail à donner aux Congolais. Mais le problème est que lorsque madame, vous n'êtes pas dans la gestion de la chose publique, oui. que vous avez un bon discours, en fait, en tout cas, vous savez convaincre les gens. Mais arriver au pouvoir, c'est le contraire, professeur. Madame, moi je dois vous dire la vérité. L'UDPS au pouvoir nous a fait rêver... dans l'opposition. À l'opposition nous a fait rêver de grandes choses. On nous a promis l'Allemagne d'Afrique. Aujourd'hui, en fait, je manque même les mots. Madame, moi je vais vous dire une chose. Même Paris n'a pas été construit en un jour. Mais aujourd'hui, je ne comprends pas l'empressement des Congolais. Je comprends aussi, hein, c'est comme des gens qui sont restés longtemps affamés. Quand on voit même une petite boule de foufou, tout le monde se rue. C'est logique, je comprends, que nous étions dans une misère indescriptible. Mais aujourd'hui, quand même, pendant 4 ans, on ne peut pas demander le ciel et la terre. On doit y aller mollo et en investissant. Pendant 4 ans, les gens se sont enrichis. Ah, lesquels se sont enrichis, madame? Lesquels se sont enrichis parce que les salaires sont faits pour être enrichis. Les salaires sont faits pour qu'on investisse, qu'on épargne. On a multiplié les salaires de ceux qui travaillent à la présidence. Madame, vous savez combien le budget a été multiplié? Ça, les gens n'en parlent pas. Le budget a été multiplié. Quel est son impact dans l'assiette des Congolais? Quelle est son assiette, madame? Lorsque les enfants de Boende, les enfants de Gemena étudient gratuitement alors que les parents ne pouvaient pas les envoyer à l'école. Chez moi, il y a comme Agbadolite. Vous voyez, maintenant, vous êtes en train d'entremêler des facettes des choses. Mais lorsque les parents savent envoyer les enfants à l'école, madame, sans avoir déboursé un seul sou, il faut d'abord féliciter. Mais nous disons, oui, les parents trouvent un gain, une économie d'échelle, mais cela ne veut pas dire que nous devons ne pas avoir un œil regardé sur la qualité de l'enseignement. Parce qu'aujourd'hui, si nous n'avons pas cette qualité de l'enseignement, il n'y a aucun développement qui peut se faire sans un bon capital humain. Et le capital humain vient de la qualité de la formation. Aujourd'hui, si nous continuons avec la gratuité telle qu'elle est organisée jusqu'au jour d'aujourd'hui, madame, c'est pour ne pas avoir le développement. Mais moi, je vous dis, l'allure prise par les chefs de l'État dans la métamorphose de beaucoup de secteurs va nous amener à la transformation de ces pays. Même l'Allemagne de l'Afrique. Madame, vous savez qu'après la guerre, pour que l'Europe se développe, il a fallu qu'il y ait un plan Marshall. Trop de promesses, hein? Non, madame. Le plan Marshall a fait combien de temps pour que l'Europe se développe? Donc aujourd'hui, on demande en 4 ans, à moins que ça ne soit pas un coup de baguette magique. Mais moi, je dis qu'au regard de toutes les énergies mobilisées par les chefs de l'État, aujourd'hui,
Vous avez vu même pour la guerre, madame, même si nous ne sommes pas encore arrivés là-bas, vous avez vu que on a fait parler un muet. Qui est-ce? Mais le muet, c'est le président Kagame, on savait que... Le frère du chef de l'État. Non, mais les frères, comment? Tous Africains, nous sommes des frères. C'est ça la solidarité africaine. Son ennemi frère? Madame, moi je vais vous dire une chose. Ou c'était par complaisance qu'il le faisait? Moi je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose, madame. Allez-y. Il y a eu la Coupe du Monde ici. Nous avons été éliminés par le Maroc. Quand le Maroc a joué, vous avez vu comment les Congolais étaient derrière le Maroc? C'est ça l'Afrique. L'Afrique, on ne peut pas venir avec l'animosité. Mais les Marocains eux-mêmes ont dit que nous faisons la fierté des Maghrébiens et non des Africains. Non, mais madame, c'est ce que le Maghreb se trouve où? Ça, c'est être irréfléchi. Le Maghreb se trouve en Afrique. Si vous faites l'honneur du Maghreb, c'est qu'automatiquement, vous faites l'honneur du Maghreb. Eux-mêmes font la discrimination. Non, madame, ça, je vais vous dire une chose. Les ennemis d'hier peuvent devenir les amis d'aujourd'hui. Tout comme les amis d'aujourd'hui peuvent devenir les ennemis d'hier. Comment vous pouvez comprendre que même un homme qui se marie, ils peuvent divorcer? Mais quand ils s'aimaient là, ils étaient en divorce? Madame, moi, ce que j'avais comme impression au rapprochement du président Tshisekedi avec le président Kagame, c'est le fait de vouloir privilégier la diplomatie. Madame, c'est comme quelqu'un... c'est comme quelqu'un, madame, qui se bat chez vous. Vous continuez à faire la guerre, mais entre-temps, chez lui, c'est calme. Autant mieux peut-être penser que la coopération ou la diplomatie peut faciliter la fin de la guerre. Mais lorsqu'on constate que la diplomatie présente ses limites, madame, non, il faut faire la guerre. Il n'y a que la guerre qui termine la guerre aussi. Mais vous avez eu l'Ukraine. Lorsque les opposants avaient dit qu'il fallait déclarer la guerre contre le Rwanda, vous qui êtes au pouvoir, vous aviez dit non, non? Vous les avez traités des haines, des jaloux, machin. Aujourd'hui, vous les avez quand même rejoints. Ce que nous voulons, ce n'est pas faire la guerre au Rwanda. Et faire la guerre. Ce que nous voulons, c'est faire la guerre aux terroristes soutenus par le Rwanda pour qu'ils quittent notre territoire. Nous ne sommes pas artisans comment on appelle, de l'agression des autres nations. Les Rwandais nous agressent à travers les groupes armés. Nous sommes incapables de chasser ces groupes armés, mais quel État sommes-nous? Alors il faut trouver les mécanismes pour renforcer la force de frappe de nos FARDC afin que l'on chasse ces M23, ces terroristes, et les faire retourner d'où ils étaient venus. Parce que aujourd'hui, vouloir agresser un pays, on va créer la spirale de la violence. Et dans la spirale de la violence, il y a dans la guerre ce qu'on appelle les effets collatéraux. Et chez nous, on aura des morts. Mais nous en comptons de plus. Pourquoi voulez-vous qu'on en compte encore davantage? Professeur Kimwanga, madame. Votre parti existe depuis combien de temps? Depuis 2 ans, 4 mois. Depuis 2 ans et 4 mois. Oui. Et si on vous dirait de faire le bilan, de dresser un bilan de votre parti politique, qu'en direz-vous? Nous avons un bilan élogieux. C'est-à-dire, au bout de 2 ans seulement, nous sommes implantés à Kinshasa, nous sommes implantés au Kwango, au Kwilu, au Maïndombe, nous sommes implantés dans les 3 Kasaï, nous sommes implantés à Lomami, nous sommes implantés dans les Sankuru, nous sommes implantés dans le Nord Kivu, nous sommes implantés dans le Sud Kivu, madame, et au Katanga. Alors à l'Équateur? À l'Équateur, c'est bientôt là qu'on va le faire, madame, parce que, vous voyez, nous sommes un parti fonctionnant sans moyens de l'État. Ça veut dire avec les cotisations des membres. Et nous arrivons. Et quand je dis nous sommes, c'est avec siège démontrable et siège de qualité. Vous n'êtes pas un parti créé par le pouvoir en place, comme avait prédit Jean-Marc Kabound? Bon, je n'aime pas parler des hommes, moi, personnellement. Et je respecte les hommes. Et moi, je parle du parti. Nous n'avons jamais été créés par les partis au pouvoir. La preuve est que, dans toutes les nominations, vous ne voyez pas la DBC. Parce que nous, DBC, on s'est dit quoi? Dans la doctrine politique, un parti accède au pouvoir à travers les élections. Comme nous n'avions pas participé au cycle électoral passé, madame, nous nous sommes dit, on doit s'organiser, on doit être implanté partout pour que le cycle électoral prochain
que la DBC puisse avoir minimum, madame, je vous dis, minimum, parce que nous sommes un parti debout, minimum 5 députés, 7 députés nationaux. À quand le congrès de votre parti? Le congrès, c'est après 5 ans. Nous venons d'être créés il y a 2 ans, madame. Donc, le congrès, il faut attendre encore 3 ans. Comment la DBC a jugé la publication de la calendrier électoral? Mais nous satisfaisant. Satisfaisant, d'ailleurs, c'est la première fois que je vois un calendrier dans lequel est insérée la période d'enrôlement. Parce qu'avant, on savait que l'enrôlement, c'est une période où on fait une année d'enrôlement avant de voir le calendrier. Mais aujourd'hui, l'enrôlement est une étape du maillon du cycle électoral. Je suis content parce que maintenant, les opposants qui prenaient l'alibi de la non-organisation des élections se sont tués, madame. Est-ce que vous sentez encore les opposants passer dans les médias? Ce n'est pas juste une formalité, non, une mascarade. Ils aiment passer dans les médias, pas nationaux d'ailleurs, et ils aiment beaucoup plus les médias internationaux. Alors que nous valorisons les médias nationaux. Donc ils aiment passer là-bas pour dire, mais aujourd'hui, c'est le silence total. Pourquoi? Parce qu'on a démontré, noir sur blanc, est-ce que c'est confiant ce calendrier? Oh mais, comment? Qu'est-ce que vous avez dit, c'est madame? confiant. Ah, mais pourquoi ne pas être confiant? La cartographie est sortie. Chaque agent politique comme nous à la DBC, dans toutes les provinces où nous sommes en train de vérifier partout où seront installés les bureaux de vote. Mais comment ne pas être confiant? Il n'y a que ceux qui ont peur des élections qui vont dire que c'est un mauvais calendrier. Et généralement, il n'y a pas un cycle électoral parfait parce que même aux États-Unis, nous ont donné l'exemple. Il n'y a pas un cycle électoral parfait. Nous devons nous donner pour que dans ce calendrier, qu'on puisse se battre afin d'avoir les élections, parce que le chef de l'État qui est là, c'est un fils d'un démocrate, c'est un fils d'un parti démocrate, et c'est un démocrate. Un parti démocrate. Tout à fait. Nous sentons la dictature, il n'aime pas que les gens puissent critiquer. Lorsque vous critiquez, on vous traite des haineux, des jaloux. C'est la démocratie. Non, madame. Nous vivons une intolérance extrême. Non, l'intolérance de la part de ceux qui n'aiment pas aussi l'IDPS. Depuis toujours, c'est cette intolérance dont je parle. Il y a des gens qui acceptaient certaines choses qui se faisaient à l'époque de ce parti au pouvoir. Je ne vais pas citer les noms. Mais aujourd'hui, tout ce qui se fait à l'IDPS semble être mauvais. C'est anormal. C'est de la mauvaise foi. Quand vous critiquez, vous êtes honnête. Quand vous critiquez, vous êtes bastonné. Madame, vous pouvez me donner vraiment une liste des gens qui ont été bastonnés et les gens qui ont été tués, comme nous avons vu Armand Tungoulou, comme nous avons vu Bazana, et tous ces gens-là, et la sœur... le secrétaire général du parti de Koko Mwangi a été tué pendant les marches parce qu'il critique souvent l'UDPS, non? Madame, nous savons comment les choses se passent dans ce pays. Il y a des gens qui ont été empoisonnés, il est là pour que l'on puisse faire porter les chapeaux à X ou Y. Comme vous en avez fait à l'époque au régime précédent, non? En faisant quoi? Vous les avez fait porter quand ils ont tué Rossi Mukendi, c'est nous qui avions dû tuer Rossi? Non, mais madame, ça... Mais aujourd'hui... Vous avez dit que vous connaissez les choses, comment est-ce qu'elles se passent, non? Non, mais quand on sait que celui qui a tiré ou celle qui a tiré est connue, là, ce n'est pas une instrumentalisation. Ce n'est pas une mascarade. Mais nous avons vu des gens qui étaient morts dans certains hôtels. On vous dit non, il est tombé, mais alors que c'était une élimination. Madame, ça, c'est pas véritablement ce que je suis venu parler ici. Moi, je suis venu parler des pays, je suis venu parler de la DBC pour démontrer tout simplement que les élections auront bel et bien lieu. Dans les délais constitutionnels, il n'y aura aucun glissement. Parce que nous sommes des vrais démocrates et respectueux de la Constitution de la République. Et s'il s'avérait qu'il y a eu glissement? Véritablement, comme on dit toujours, nous en économie, on dit toutes choses restantes égales par ailleurs. Supposons par exemple que la guerre exacerbe à l'Est. Supposons par exemple que la guerre exacerbe à l'Est. Est-ce que la vie des Congolais de l'Est est moins importante que l'organisation des élections? Par rapport à cette sacralité de la vie humaine, j'accepterai qu'on décale les élections. Moi, en tant que président de la DBC, je mobiliserai les artisans du bien-être pour que les élections soient décalées au but tout simplement de protéger la vie des Congolais de l'Est. Mais si nous terminons bientôt la guerre, comme elle va être terminée bientôt, je vais vous dire, madame, les élections auront bel et bien dans les délais constitutionnels.
dans votre parti, vous prenez le tribalisme ou le népotisme? C'est qui votre secrétaire général? Mon secrétaire général, c'est M. Freddy Mouepou, Katalaï. Katalaï. Oui. Katalaï, vous n'êtes pas de même coin? Non, pas du même coin. Moi, je suis de la province de Nomami, lui est de la province du Kassai oriental. Et celui qui vient juste après lui, chargé de la mobilisation, il est du Congo central. Celui qui vient après lui, il est votre frère de Yakoma. Mibaramo. Ah. Celui qui vient après là, il est du Maniema. Celui qui vient là, il est du Sankourou. Madame, nous sommes un parti. Nous voulons faire la politique autrement. Et nos statuts disent qu'il n'y a pas d'autorité morale. Nous, ce sont les militants qui décident pratiquement lorsqu'il y a congrès, il y a ceci et consort. Et nos textes sont clairs, madame. Vous aimez bien avoir un parti de masse ou un parti de cadres? Nous nous sommes dit qu'il faut avoir d'abord un parti d'élite. C'est comme ça, vous voyez, toute la composition du territoire national sont des doctorants, les chefs de travaux et consorts. Mais nous savons aussi, le bien-être, on ne va pas l'avoir seulement avec cette élite. Il faut aller sensibiliser les jeunes. Vous savez, madame, vous m'avez posé des questions ici par rapport au bilan. J'ai cité seulement un seul axe, vous êtes convaincu totalement. Non, donc vous êtes tellement convaincu, alors que je voulais arriver encore à ce que... C'est pas à vous de me convaincre, non. Vous devez convaincre le public. Oui. Allez-y. Je crois que quand madame n'est plus arrivée à continuer avec la question, madame a compris que nous sommes plus implantés que les vieux partis politiques traditionnels. Alors, non seulement ça, pour la guerre de l'Est, nous sommes le seul parti politique, d'ailleurs jeune, à être parti au niveau de l'ambassade du Rwanda pour faire les sit-ins. L'ambassadeur Kareka était là et est sorti, nous avons dit, monsieur, tu dois partir. Et c'est passé. L'opposition était allée faire un sit-in, mais ils étaient saccagés par la police. Non. Nous connaissons la politique de victimisation. Nous connaissons. L'avantage avec nous, c'est que nous avons passé beaucoup de temps à l'opposition. Nous connaissons comment les gens se victimisent. Comment vous vous êtes aussi victimisé? À un certain moment, oui. Madame, à un certain moment, oui. Parce qu'il fallait s'attirer la sympathie des uns et des autres. Mais je vais vous dire une chose. Nous sommes allés là-bas, c'est la police qui nous a sécurisés. Et nous sommes rentrés. Madame, nous avons organisé beaucoup de meetings. Le 30 juin dernier, nous avons organisé une grande matinée politique à Funa. Et nous avons pratiquement lancé l'opération $1 pour le FARDC. Et ça s'est passé dans toute la République, partout où nous sommes implantés. Et vous avez eu combien? Oh non, je ne peux pas dire ça parce que c'est pour nos FARDC, madame. C'est pour nos FARDC. Et puis, nous ne sommes pas dans une politique populiste. Nous aidons les FARDC avec le peu que nous avons. Et nous ne pouvons pas passer devant les caméras de télévision pour commencer à dire, voilà ce que nous avons fait. Mais ce que je vous dis, c'est la recherche du bien-être. Même le bien-être de nos policiers. Même le bien-être de nos militaires. Qui est votre bailleur de fonds? Oh, je vous ai dit tout à l'heure que nous vivons des contributions des membres, madame. Les membres cotisent? Chaque mois. Chaque mois. Et vous allez voir qu'il y a des membres, nous cotisons $200 par mois. Dans les salaires que l'État congolais nous paye, parce que nous ne sommes pas des tourneurs de deniers publics, parce qu'il y a des gens qui peuvent avoir même des licences et des doctorats en détournement des deniers publics. Mais nous avons les mains propres, madame. Nous avons les mains propres et nous vivons, quand il y a activité, nous sommes en train de faire choses. Hier, on était dans le regroupement FTCA. Aujourd'hui, nous sommes partis. Et nous faisons... Pourquoi? Parce que pour des convenances personnelles, madame. Parce que vous n'êtes pas retrouvés? Comment nous pouvons réclamer de nous retrouver pendant... On l'appelle Maradona, vous étiez... Non. Ce monsieur-là, c'est une icône politique. Il y a des gens qui cherchent à saper la réputation des uns et des autres. Nous devons quand même avoir du respect pour des gens qui ont réussi par les efforts de leur intellect. Moi, je ne pouvais pas demander quelque chose dans la FDCA avec mon parti, dès lors qu'on n'avait aucun élu.
Mais il y a des gens qui n'ont aucun élu. Ils sont des partis mallettes. Mais ils demandent au président Bahati, notre autorité, ancienne autorité morale, de trouver un ministère. C'est de la folie quand même. On accède au pouvoir à travers les élections lorsqu'on a les élus. Nous sommes partis pour des convictions personnelles. D'ailleurs, dans la lettre du retrait du regroupement, nous avons signifié les remerciements auprès du camarade autorité morale, professeur Bahati Modeste. Parce que nous croyons que c'est un grand homme politique. C'est un grand homme politique, je ne suis pas venu parler de lui, mais je vais vous dire, tous les gens qui parlent du blabla sont seulement, pas je vais dire des haineux, vous allez dire c'est la politique des gens de pouvoir. Le vocabulaire du mais oui, mais ce concept-là n'est pas entré dans le dictionnaire grâce à l'union sacrée. Il a existé depuis longtemps. Et aujourd'hui, quand on dit que vous êtes haineux, parce qu'il y a beaucoup de haine aussi, hein, madame, je dois vous dire la vérité. Il y a beaucoup de haine. Vous êtes journaliste, vous connaissez. Et nous sommes sortis de ce regroupement. Nous sommes maintenant avec l'excellence Guy Loandomboyo, qui est pratiquement notre autorité de référence dans ce regroupement qui est né. Donc voilà un peu, nous sommes un parti avec un bilan. Un bilan avec 100 moyens, nous aidons les gens dans les orphelinats, mais c'est le seul parti qui fait ça. À l'approche de bonne année ici, madame, vous allez voir comment la DBC va encore faire. Tous comment on appelle les orphelinats et les hommes de vieillards. Nous y allons. J'espère que Kinactu sera invité pour couvrir ça. Vous y serez, madame. Et non, que tu seras là. Professeur, entamons le second sujet. Okay. La situation sécuritaire de l'Est du pays. Comment vous analysez cette situation? C'est avec larmes aux yeux. C'est avec pincement au cœur. Que plus de 20 ans, nous soyons toujours à genoux, en train d'être, qu'est-ce que je veux dire, en train d'être ridiculisés par, je ne vais pas parler de petits pays, par des pays voisins qui, à l'époque de Mobutu, n'avaient pas de voix, qui sollicitaient l'intervention du Zaïre à l'époque. Mais aujourd'hui, ce sont des pays qui deviennent avec des présidents belliqueux. Des présidents belliqueux parce que soutenus par la communauté internationale. Cette fameuse communauté internationale. Madame, si nous sommes à ce niveau, ce n'est pas parce que les FARDC sont faibles. Nous avons une forte armée. Malheureusement, les gens qui nous ont précédés n'ont pas pris de précautions pour éviter l'inféodation ou l'infiltration de nos forces armées. Dieu merci que le président de la République aujourd'hui tient à ce que tous ces troubadours qui ont causé terreur et désolation au niveau de la RDC ne puissent plus réintégrer nos forces armées. Madame, quand vous regardez les images venant de l'Est, si vous êtes humain véritablement, vous devez avoir mal. À moins que vous soyez les sous-traitants de Kagame au Congo. Ils sont nombreux. Les sous-traitants ou les mandatés de Kagame au Congo. Mais, madame, on ne peut pas continuer à pleurer jusque quand? Les pleurs des Congolais doivent finir. Et le chef de l'État est le seul garant de la République. Le chef de l'État a l'obligation de faire monter en puissance nos FARDC pour que nous mettions fin à cette guerre nous imposée. Nous mettions fin. Pourquoi ne pas mobiliser une grande partie de nos moyens budgétaires pour véritablement, madame, équiper nos FARDC? Pourquoi pas? Et qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? Ce qui manque, c'est l'hypocrisie de la communauté internationale. C'est ce qui manque. Vous avez entendu ici, madame, avec nous, qu'un avion transportant le matériel militaire congolais a été stoppé en France sous prétexte qu'il faille obtenir vous êtes aussi, une autorisation. Vous êtes aussi informé que des sommes colossales ont été détournées des FARDC par les Congolais eux-mêmes. Ça, c'est la période ancienne. Madame, moi, je n'aime pas parler du passé. Et même les gens qui ont... Je suis en train de parler ici qu'ils ont détourné sont des Congolais. Mais nous devons repartir par de bonnes bases avec le président Félix. Mais madame, moi je parle de la fameuse communauté internationale. Il fallait me laisser arriver jusqu'au bout de ma logique, madame. Allez-y. Si cette guerre persiste jusqu'à aujourd'hui,
c'est parce que cette communauté internationale accepte. Madame, il y a moins de morts en Ukraine. Vous avez vu comment, parce que la guerre est à la porte de l'Europe, vous avez vu comment ils se sont empressés? C'est le moment d'évaluer les actions de nos anciens partenaires ou de nos partenaires. La RDC sera toujours voulue par ces partenaires-là. Mais nous devons avoir le courage de dire aussi non à ces derniers. J'ai vu à la télé, j'ai vu les Français venir remettre certains Motorola à un commissariat de la police. Ce sont des choses ridicules qu'il ne faut pas accepter. Comment on peut venir, même une école de gardiennage, on ne peut pas venir remettre les Motorola comme ça. Mais déjà, ce qui s'est passé au Kenya, il y a des matériels avec des puces contrôlables par le Rwanda. Mais qu'est-ce qui prouve que ces Motorola ne seront pas contrôlés par les Français? Pourquoi ne pas faire des choses proprement par nous-mêmes, au lieu de chercher toujours l'inféodation? Ça a trop duré cette affaire-là. Il n'y a pas de gens qui se développent sous couvert de la communauté internationale. Il n'y a que des gens qui prennent le courage de s'autodéterminer, qui se développent. Mais qu'est-ce qui manque que le pouvoir en place prenne le courage? Mais le courage est déjà là. Le courage est déjà là, madame. Le discours du chef de l'État au niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies est une interpellation. Après combien de temps? Après combien de morts? Oui, après combien de morts? Lorsqu'il a été interpellé par ce frère ici, lui, il dînait avec Kagame, il lui qualifiait de son frère. Madame. Il lui disait que le Rwanda ne nous agresse pas. Kagame, c'est un bon ami. Madame. Il s'est réveillé en retard. Mais madame, pas en retard. Vous savez comment le FCC a été défait? Vous savez comment ça a été défait? Nous avons quelqu'un qui a une intelligence politique. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Personne ne savait que le FCC allait être défait. C'est comme Kagame. Il fallait l'approcher. On a compris ce qu'il est. Et bientôt, Kagame est au bout de souffle. Mais quand il était à l'opposition, n'est-ce pas qu'il savait que non, c'était Kagame qui tuait nos compatriotes congolais? Mais oui, madame. Jour et nuit, il disait mais oui, ça, non? quand vous recevez le pouvoir, jour et nuit, il disait ça. Il y a certaines exigences et certaines normes diplomatiques qu'il faille respecter, madame. Vous ne pouvez pas, avec la fougue de l'opposition... C'était la naïveté ou il était dans la diplomatie? Non, la diplomatie, comment on peut parler de la naïveté, madame? Il n'y a pas de naïveté. Par contre, moi, je pense que c'était une solution un peu clairvoyante. Il fallait connaître d'abord ce que M. Kagame, on l'a compris. Si vous voyez très bien les M23, ils sont en train de pleurnicher. Mais c'est parce que des fois, quand on avançait, la communauté des États de l'Afrique de l'Est est venue s'interposer. Mais nous, DBC, que ce soit Nairobi, que ce soit Luanda, que ce soit Kampala, Kinshasa, la seule alternative à cette guerre, c'est la guerre. La seule alternative à cette guerre, c'est la force de nos FARDC. Mais si les Européens ne veulent pas que nous puissions avoir les armes, tournons-nous vers la Russie. La Russie, c'est un pays, une grande puissance dans le monde. La Chine, c'est une grande puissance dans le monde. Le Brésil, c'est une grande puissance dans le monde. Pourquoi devrons-nous seulement nous cantonner sur des gens qui veulent que nous soyons paupérisés? Ils dirigent le monde. Non, ils ne dirigent pas le monde. Ce sont les grandes La puissances. preuve est que la Russie, seule tient contre tout le monde entier. La preuve est là. Ils sont incapables de venir attaquer la Russie parce qu'ils savent que c'est une grande puissance, madame. Ils sont aussi dans leur diplomatie, ils savent. Ah, voilà pourquoi je vous dis, heureusement vous revenez à la diplomatie. Fatih avait raison de commencer par la diplomatie. Parce qu'aujourd'hui, il y a des pays qui prennent des positions pour la RDC. Si le Rwanda commence à tramer, vous avez suivi hier, madame, le Rwanda en train de dire que la communauté, condamner la communauté internationale. Depuis quand le Rwanda pouvait condamner la communauté internationale? Madame, non. Aujourd'hui, nous comprenons que le Rwanda est au bout des souffles. Et le dernier discours du président face à la jeunesse a montré encore la sagesse du président. Le peuple rwandais, sont nos frères. Sont nos frères. Personne ne doit disconvenir. Nous sommes censés
obligés de vivre ensemble. Qui... Mais le président rwandais, vous me revoyez quelque avec chose. son langage belliqueux, devra comprendre que le Congo n'est pas son marchepied. Professeur Kibanga, vous m'avez réveillé quelque chose. Oui, madame, allez-y, madame. Nous devons comprendre que les Rwandais sont nos frères. Oui. Est-ce que le moment n'est pas arrivé où nous devons cesser cette complaisance? Laquelle? Souvenez-vous lorsque le chef d'État avait dit que non, les Banyamulenge ne sont pas des Rwandais, sont des Congolais. Oui, madame. Moi, une fois, je ne sais pas comprendre comment les Congolais, des fois, nous perdons le sens. Cette complaisance-là tue aussi. Nous avons eu dans ce pays un Munyamulenge vice-président de la République. Alors, est-il Congolais ou pas? C'est une bonne chose. Ah non, madame, vous... Mais vous l'aviez condamné hier à l'opposition. Non, nous avons travaillé avec, même le fait docteur Etienne Tshisekedi, ni t'étais le dribble de Zaïd Ngoma, serait 4e vice-président. Et 3e vice-président, madame. Donc, et il travaillera avec qui? Avec M. Azarias Roubert, maître Azarias Roubert. Nous avons des députés qui sont les Banyamulenge. Nous avons des ministres actuels qui sont les Banyamulenge. Ne sont-ils pas des Congolais? Mais il y a des Banyamulenge. C'est comme nous avons ici, madame. Vous voulez dire qu'au Congo-Brazzaville, il n'y a pas de Bangala? Les Bangala ne sont pas des Congolais parce qu'ils sont au Congo-Brazzaville? Vous voulez dire qu'il n'y a pas les Bas-Congo qui sont au Congo-Brazzaville? C'est autant pour ça que les Bas-Congo du Congo ne sont pas des Congolais? Non, les Banyamulenge sont des Congolais d'origine. Oh non, mais vous êtes en train de donner une autre notion de la nationalité, madame. Si vous parlez de la nationalité d'origine, ils ne le sont pas. Mais est-ce qu'ils sont Congolais par acquisition? Oui. Parce que la constitution actuelle leur permet ça. Et le chef de l'État n'a péché en rien parce que nous avons des expériences avec les Banyamulenge qui ont dirigé. Alors pourquoi faire l'hypocrisie? Pourquoi faire l'hypocrisie? Beaucoup d'opposants qui sont en train de parler là, ils étaient en train de travailler dans 1+4. Ils travaillaient avec le vice-président chargé de questions politiques. Monsieur Azarias Roubert va charger de la défense. Donc moi je pense nous devons cesser cette hypocrisie. Nous, à la DBC, les problèmes de nationalité ne se posent pas. On peut avoir 2 ou 3 nationalités. C'est ça que nous proposerons lorsque nous aurons le pouvoir. Nous pouvons avoir 2 ou 3 nationalités. Mais on va vérifier les fonctions régaliennes. Et là, nous soutiendrons, par exemple, la loi Tchani. Parce que je ne trouve pas que quelqu'un qui a, de manière caricturale, vous prenez quelqu'un, moi je suis Congolais de père ici. Ma mère, je prends Congolais de Brazzaville, parce que si je prends toujours les exemples de l'Est, c'est comme si nous faisions trop de publicité. Ma mère est de Congo-Brazzaville. Supposons maintenant que nous soyons en conflit entre les 2 pays. Je serai comment? Président de la République, partagé entre la famille de mon père et la famille de ma mère. C'est comme ça que dans d'autres pays organisés, on a circonscrit les conditions d'accès à ces fonctions honorifiques. Malheureusement, chez nous, c'était une foire. Et cette loi est salvatrice. Mais on ne peut pas contraindre un Congolais qui est parti à l'étranger, qui a eu, par exemple, une nationalité par souci de se retrouver ailleurs, qu'on lui prive le droit d'être Congolais. Non, il est Congolais, c'est vrai, mais parce que vous avez déjà une autre nationalité, monsieur, mais vous ne pouvez pas accéder à tel niveau de responsabilité. Avec les M23, ils disent que où ils iront, où est-ce qu'ils vont aller? Ils vont aller là où ils étaient avant qu'ils ne prennent Bunagana. Voilà la seule réponse. Là où ils étaient avant qu'ils ne prennent Bunagana, c'est là qu'ils iront. Ils ne peuvent pas prendre les gens pour des cons. Ils savent là où ils sont. Ils savent leur base arrière. Ils savent leur milieu d'approvisionnement. Ils savent là où vont se soigner lorsqu'ils sont touchés par les balles. Pourquoi ils veulent prendre les Congolais pour des cons? Un jour viendra, on va finir avec cette guerre-là. On va finir avec cette guerre et les Congolais complices et leurs commanditaires, tous seront frappés, châtiés. Est-ce que la rencontre de Nairobi était-elle importante? Pour moi, oui, mais dans le cas de la diplomatie, oui, mais dans le cas de la souveraineté de notre pays, non, il faut faire la guerre. Nous, c'est ça la position de la DBC. Il faut faire la guerre. Il
Il faut faire la guerre pour qu'on nous respecte. On ne peut pas se faire respecter par les pourparlers. Non, les pourparlers, c'est pour les faibles. Mais on ne sent pas ce... En fait, comment je vais dire ce souci-là ou encore cette décision-là, cette rigueur-là de faire la guerre par le pouvoir en place. Ah non, madame, ne me dites pas ça, madame. Vous avez vu le discours du chef de l'État et qui a appelé le recrutement des jeunes dans l'armée, l'enrôlement des jeunes de l'armée. Le recrutement, la formation. Non, quand on va en guerre, on est recruté aujourd'hui, on part en guerre demain. Il y a ce qu'on appelle la formation accélérée. Vous avez vu depuis qu'ils sont recrutés. Non, depuis qu'ils sont recrutés, certains sont à Kitona, les autres à Kibomango, l'autre à Kamina. Ils sont là-bas. Dans votre famille, qui est parti, qui est recru? Qui est parti? Oui, dans votre famille. Ben, jusque la personne. Mais le chef de l'État n'avait pas dit que c'était une obligation. Le chef de l'État a fait un appel à qui veut. Moi, si j'avais un enfant qui a plus de 16 ans, parce que mon premier fils a 14 ans, j'allais l'envoyer. J'allais l'envoyer pour l'honneur de la patrie. Vous n'êtes pas pour faire plaisir. Et c'est comme ça que je soutiens le ministre. C'est comme ça que je soutiens le ministre de l'ESU, qui a voulu d'abord une formation militaire avant que l'on ne soit à l'université. Parce que nous avons compris que chacun de nous devrait savoir comment manier l'arme, comment défendre sa nation. Parce que trop c'est trop, madame. Et ça, ces réveils viennent de Fachi. Parce que sous le régime passé, on s'était habitué que le Rwanda pouvait tuer comme chez nous, il pouvait rentrer. Il continue à le faire. Madame, non. Le Rwanda aujourd'hui a peur. A peur. Vous savez, quand même, quand on dit les gens, moi je suis un peu de l'Est là, madame. Quand on dit qu'on avait défait les M23, en 2013. Non, c'est faux. Ils se sont entendus pour exploiter les minéraux et consorts, c'est comme ça qu'ils se sont retirés. Ils se sont retirés. Mais il en est de même que le chef de l'État avait fait, il y avait eu un protocole d'accord avec le Rwanda pour exploiter nos minerais, non? Ah mais un accord officiel, commercial officiel. Ce n'était pas un accord de la honte, ça. Oh, comment de la honte? Parce que c'était signé devant caméra. Devant caméra et en disant quelle est la part de tel pays, quelle est la part de tel autre pays. Mais les accords qui étaient signés, vous les avez vus, madame, où on disait qu'on devait intégrer ces M23 dans toutes les institutions, dans l'armée, la police. Vous avez vu, c'est ce qui avait fait que les M23 cessent et se retirent et ils rentrent dans leur pays d'origine. Dans leur pays d'origine. Malheureusement, il y a des Congolais qui se font berner, qui sont recrutés par des billets verts et qui veulent nuire à leur pays. Ça, c'est regrettable, ça. Est-ce que ces nouveaux recrues, ma crainte est que, est-ce qu'ils seront bien pris en charge, à manger, un bon traitement? Madame, ce qui est sûr... Nous connaissons les joueurs et leurs... Non, ce qui est sûr, avec ces discours, vous ne voudrez pas que le pays se développe. Ou l'armée aille mieux. Parce qu'il y a certains discours qui découragent. Vous savez déjà que nous n'avons pas les mêmes moyens. Aujourd'hui, vous avez entendu que l'Union européenne a doté l'armée rwandaise de 20 millions d'euros. Vous avez entendu? Et nous, on nous a doté de combien? De rien. Mais vous voulez que notre armée se comporte comme celle du Rwanda? Organisez-vous? Non, on s'organise. Le Rwanda seul ne s'est pas organisé. Le Rwanda est en train de se faire organiser grâce aux appuis. Mais nous savons que ces jeunes recrues vont être bien pris en charge pour qu'ils aillent. On ne doit pas décourager les bonnes volontés. Ils ont accepté d'être intégrés dans l'armée et nous allons tout faire, nous, artisans du bien-être, que leur bien-être soit assuré même dans leur formation. Même dans leur formation. Et nous allons aller remettre, Kinactu, vous serez invité quand nous allons remettre notre enveloppe au ministre de la Défense parce que nous avons déjà fait la collecte, le recouvrement des moyens de toutes les provinces. Et le jour-là, c'est le jour que vous saurez le montant parce que je ne sais pas le dire ici. C'est un montant quand même colossal, et un peu colossal à la hauteur de nos moyens. Professeur Kimwanga, oui, madame. Sont les pistes et les solutions pour sortir le pays de ce gouffre? Parce que, en tout cas... Quel gouffre? De la guerre? De la guerre, okay. La vie sociale. Les Congolais ne mangent pas bien. Allez à Kimanteke. Kwanga 100 francs et Zali. Allez à Kimanteke. Est-ce que vous connaissez les microbos?
Mais madame... Non, madame, je demande, est-ce que non, vous mais pensez aux microbos? malheureusement, je ne connais pas. Ce sont les pattes de poule et des coqs qu'on vole. On appelle ça les microbos. Ok. Madame, je vais vous dire une chose. J'étais en vacances à Paris. Je vais vous dire que j'ai trouvé des mendiants sur la route. Mais les donneurs de leçons, j'ai trouvé des mendiants sur la route. Et les mendiants, c'est qui? Sont les blancs. Et nous qui venons, nous étions en train de laisser des billets et des pièces de monnaie. Madame, c'est en France. Si vous voulez compter non, les nombres de mendiants de l'Europe et d'ici, alors, si vous voulez voir la trajectoire de développement de la France et la nôtre, Zali. Donc on ne peut pas vouloir demander à un bébé qui vient de naître de commencer à casser les os. Quand même, c'est trop prétentieux ça. C'est trop prétentieux. Moi, personnellement, j'exige que le gouvernement fasse encore davantage. Parce que jusque-là, beaucoup de choses ne sont pas encore bien faites. Mais je vais vous dire, par rapport à la guerre, madame, par rapport à la guerre, j'ai dit merci parce que on est en train de... Comment on appelle ça? De découvrir les infiltrés. Quand on les découvre, tant mieux. Maintenant, après ça, il faut faire la guerre. Madame, je vous dis, il n'y a que la guerre. La seule alternative, c'est ça. Mieux vaut qu'on souffre à un certain moment, mais je vous dis la vérité, à un certain autre moment, les Congolais vont se reposer, surtout de l'Est. Si on ne fait pas la guerre avec les pourparlers, les Tutsis sont beaucoup plus rusés que nous. Nous serons toujours tournés en bourrique. Pour le bien-être social, déjà ce qui est fait. Vous savez, madame, aujourd'hui, les gens ne parlent pas de la mobilisation des recettes budgétaires. Son impact dans l'assiette des Congolais. Ah, son impact... C'est ça la plus grande question. Non, mais vous pensez que l'impact se fait sentir immédiatement? Madame, je vais vous dire une chose. Vous avez une grosse casserole d'eau. Vous voulez préparer le foufou. Vous prenez un gobelet de foufou, vous mettez à l'intérieur, vous aurez le foufou? Il faut continuer à mettre. Il faut continuer à mettre. Jusqu'à ce que vous aurez une quantité compatible à la quantité d'eau. Le Congo n'est pas le Rwanda. Le Congo n'est pas le Congo-Brazza. Et le Congo-Brazza, beaucoup plus, le Congo n'est pas le Togo. Mais le Congo n'est pas aussi le Gabon. N'est-ce pas? Le Congo, c'est un continent. Si réellement on nous laisse de faire la guerre et que les dépenses de guerre ne sont plus opérationnelles, tout cet argent sera alloué aux dépenses sociales. C'était ça les pistes de solutions. Vous allez devoir regarder la caméra. Adressez-vous au public votre mot de la fin. Je vais dire tout simplement, au nom de la DBC, je compatis avec nos frères et sœurs de l'Est. Cette guerre qui nous est injustement imposée par le Rwanda via ses marionnettes M23, les terroristes. Aujourd'hui, nous saluons les efforts du chef de l'État tendant à vouloir mettre fin à cette guerre. Et je demande à tous les Congolais de tous bords de pouvoir s'allier derrière le chef de l'État pour que nous puissions arriver à bouter hors du territoire les ennemis de la République. C'est vrai, chers Congolais, il y a encore beaucoup à faire. C'est vrai, il y a encore des gens qui meurent de faim au Congo. Mais nous devons travailler. Il n'y a qu'à travers le travail que nous allons améliorer le vécu quotidien du Congolais. Je salue tout le monde et je souhaite bonne et heureuse fin d'année 2022. Professeur Papi Fernand Kimwanga et Yambo, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, madame. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission Actu 60. Nous vous rappelons que nous recevions pour vous le président de la dynamique pour le bien-être des Congolais, la DBC. Il est dirigé par le professeur Papi Fernand Kimwanga Eyambo. Avec lui, on a parlé sur l'idéologie, sur la touche particulière de cette partie. Et puis, nous avons aussi parlé sur cette question de l'Est du pays et sur la vie sociale de son peuple. Merci à Juissia Kapinga, l'assistante du chef. Merci à Enoch Mbala, merci à Light Moutonge, merci au directeur général Mamboucha, merci à Deborah, merci à Nawej, mon ami personnel et frère. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu protège nos FARDC et que Dieu garde son peuple. Au revoir, Inch'Allah.